L'être humain a toujours aimé s'attribuer le premier rôle dans l'histoire. Et pourtant, il s'est trouvé souvent démuni face à de minuscules bactéries. Une épidémie a marqué de façon durable la mémoire collective. Près de 7 siècles plus tard, tout le monde connaît son nom et les ravages qu'elle a provoqués. La grande peste du Moyen-Âge semble être la plus grande épidémie de tous les temps. Mais cela est-il vrai ? Comment peut-on dire qu'une épidémie a été la pire de tous les temps ? En raison du nombre de victimes ? Dans ce cas, la grippe espagnole devrait occuper la première place. Entre 1918 et 1920, elle a fauché entre 50 et 100 millions de vies humaines, bien plus que les 17 millions de morts de la Première Guerre mondiale qui s'achevait tout juste. Ou alors, à cause des transformations sociales qu'elle a engendrées ? La pandémie de sida, par exemple, a hissé la santé au rang de cause mondiale et ébranlé les préjugés contre l'homosexualité, la consommation de drogue et la prostitution. À moins que ce soit plutôt sa portée géographique. Dans ce cas, le Covid serait sans conteste la plus grande pandémie de tous les temps. En l'espace d'1 an, le virus s'est propagé sur tous les continents, jusqu'en Antarctique. En revanche, si c'est l'empreinte qu'elle a laissée dans l'histoire, il ne reste plus que 2 options pour désigner la pire épidémie de tous les temps. Et l'une d'elles est effectivement la grande peste du Moyen-Âge. La peste est une catastrophe véritable quand elle survient au milieu du XIVe siècle, dans la mesure où elle détruit probablement la moitié de l'humanité. Alors, Anne-Marie Moulin est épidémiologiste et historienne. Elle nous livre quelques clés sur l'histoire de la peste. on l'enfile probablement de cette façon. Aujourd'hui, avec les travaux les plus récents, on peut dire qu'on pense que le point de départ de Yersinia pestis, c'est quelque part en Asie centrale, où on a trouvé dans des tombes, au moment d'une grande mortalité, des bactéries qui vont ensuite se diffuser dans le monde. Au XIVe siècle, le monde est en grande partie dominé par les Mongols. Leurs cavaliers contrôlent les principales voies commerciales et créent un système postal très sophistiqué. La peste a suivi les routes du commerce, elle a suivi les routes des armées, elle a suivi les itinéraires là où les hommes se déplacent. C'est les hommes qui apportent la peste. La péninsule occidentale, qu'on appelle l'Europe, est à cette époque morcelée en une multitude de principautés et cités-États. L'une d'elles est la République de Gênes, en Italie du Nord. Un peuple de navigateurs qui possède des colonies tout autour de la Méditerranée. La ville de Caffa, au bord de la mer Noire, en fait partie. La peste débarque en Europe en 1346, à l'issue de ce qui ressemble à une mauvaise blague. C'est l'histoire d'un Mongol qui rencontre un Génois en Crimée. Il y a des Mongols qui assiègent les malheureux Génois dans la ville de Caffa. Quand la peste se déclare parmi les Mongols, ceux-ci ont une idée diabolique. Les Génois assiégés vont recevoir dans la figure les cadavres des pestiférés que leur envoient les Mongols. C'est tout à fait la lutte biologique qui est un terme très à la mode. Et c'est de là, de la Crimée, que les Génois vont essayer de s'échapper sur leur bateau pour essayer de retrouver leur patrie italienne à Gênes. Et ce sont les Génois qui répandent le bacille de la peste. En quelques semaines, ce sont des villes entières qui sont pratiquement décimées en Europe. Les médecins restent désemparés face aux symptômes. Fièvre, bubons purulents et taches noires, qui vaudra à la maladie le nom de mort noire. Pour se protéger de l'infection, les célèbres masques en forme de bec n'ont pas encore été inventés, mais l'opium permet au moins d'atténuer les douleurs. L'arrivée de la peste noire provoque une véritable désolation. Le sociologue Jonathan Kennedy a publié une histoire de l'humanité qui n'est pas centrée sur l'Homo sapiens, mais sur ses ennemis microscopiques qu'il porte en lui. Une chronique en Toscane décrit qu'il y a tellement de cadavres que les habitants des villes les enterrent dans des fosses communes.
Ils mettent des cadavres, puis un peu de terre, puis à nouveau des cadavres, encore une couche de terre et ainsi de suite, comme s'ils faisaient des lasagnes. Plus de la moitié de la population européenne meurt de la peste. La violence de l'épidémie ébranle les structures sociales jusqu'au sein même des familles. On y voit des mères qui quittent leurs enfants, on barricade les malades chez eux. Ceux qui fuient ne se préoccupent pas de ceux qu'ils laissent derrière eux et qui vont mourir de faim. Mais la peste influe-t-elle vraiment sur le cours de l'histoire ? Sans la peste, on en serait peut-être encore au Moyen-Âge. Jonathan a une bonne raison d'énoncer cette idée. Avant la peste, la société médiévale se composait de 3 ordres. Le clergé, la noblesse et les paysans. Ces derniers payaient des impôts et nourrissaient les autres classes sociales. En contrepartie, ils pouvaient combattre aux côtés des nobles et entendre les prêtres leur enseigner la notion de péché. Le féodalisme était un système social très rigide. L'Église catholique ne tolérait aucune critique. Et il a fallu l'épreuve dramatique de la mort noire pour secouer les fondements de l'Europe médiévale. Face à la peste, les habitants se mettent à questionner leur foi. La société, structurée en 3 ordres, se fissure, et elle s'écroulera complètement au cours des siècles suivants. En Angleterre, John Wycliffe, un précurseur de la réforme protestante, remet en cause l'Église catholique sur divers points. La vente des indulgences ou de nombreuses traditions qui ne sont pas issues directement de la Bible. L'Église condamne Wycliffe comme hérétique en 1415. Comme il est déjà mort, elle ordonne d'exhumer ses restes et de les brûler. Mais les idées sont lancées. Et un siècle plus tard, un autre hérétique aura plus de poids pour les défendre. Martin Luther. La remise en cause de l'autorité catholique, qui mènera 2 siècles plus tard à la Réforme, a été provoquée par la peste. La domination de la noblesse est elle aussi mise à mal en raison de la peste. Les structures sociales sont ébranlées. Tout d'un coup, on manque de bras pour cultiver toutes les terres. Et ça a modifié le rapport entre les serfs et les seigneurs féodaux. En Angleterre, les nobles se disputent désormais la main-d'œuvre. Ils renoncent à prélever les impôts habituels, mais afferment les terres sur le principe de l'économie de marché. Les serfs qui ont survécu comprennent que de nouvelles possibilités s'ouvrent à eux, qu'ils peuvent passer d'un seigneur à l'autre. Mais ces nouvelles règles auront des conséquences inattendues. Car 3 siècles plus tard, en Angleterre, la population s'est reconstituée. Tout cela crée une situation inédite, où seuls les paysans qui utilisent les techniques agricoles les plus nouvelles sont en mesure de payer leur fermage. Et c'est ainsi que sur plusieurs siècles, on assiste au déclin du féodalisme et à l'émergence d'un capitalisme agricole. Les fissures que l'épidémie avait creusées dans l'ordre médiéval ouvrent la voie au temps moderne, la réforme protestante et l'économie de marché. Mais aussi à un 3e axe, symbolisé par les zones blanches des cartes géographiques. Si elles ne vont pas tarder à disparaître, c'est en lien avec l'Asie mineure et la peste, ou plus exactement son mode de transmission. La peste est transmise directement d'homme à homme. Mais effectivement, il y a une autre mode de transmission qui est via les rats. Or, les rats sont surtout présents dans les villes, si bien que les Ottomans, nomades, sont moins touchés par la maladie que les populations sédentaires européennes. Dans le sillage de la peste, les Ottomans soumettent donc une grande partie des Balkans et conquièrent Constantinople en 1453. Leur nouvel empire contrôle désormais les routes commerciales vers l'Asie, ce qui prive les marchands européens de la soie, de la porcelaine et des épices. Ceux-ci rêvent alors d'ouvrir de nouvelles voies maritimes. En 1492, c'est à nouveau un Génois qui influe sur le cours de l'histoire. Se fondant sur un calcul inexact de la circonférence de la Terre, il demande à la couronne d'Espagne de financer une flotte et met le cap vers l'ouest. Son nom ? Christophe Colomb.
Sous de nombreux aspects, la peste noire a sonné la fin du Moyen Âge et les débuts des temps modernes. Cette épidémie a bel et bien changé le cours de l'histoire. On avait déjà eu et il y aura encore des épisodes de peste. Mais celui du Moyen Âge a vraiment été la plus grande épidémie de tous les temps. En Eurasie. Car même s'il ne figure sur aucune carte médiévale, il existe bien un autre continent. Et pour comprendre la grande épidémie qui l'a frappé, il faut revenir à l'an 1492. C'est bien ça? En réalité, pour vraiment comprendre la situation, il est nécessaire de remonter à 200 millions d'années. 200 million years ago, all major continents were joined. This supercontinent is called Pangaea. Des forces géologiques l'ont ensuite fragmenté pour donner les continents qu'on connaît aujourd'hui. L'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud. Mais l'évolution a continué au cours des 10 millions d'années qui ont suivi. L'écrivain américain Charles Mann a écrit un livre sur les origines de l'autre plus grande épidémie de tous les temps. Pendant la dernière période glaciaire, presque tous les grands mammifères ont disparu d'Amérique. Et avec ces animaux, ont disparu aussi leurs maladies. Or, la plupart des affections mortelles de l'histoire étaient des maladies transmises aux humains par les animaux, parce qu'ils vivaient dans une très grande proximité. Ceci est un tableau néerlandais du XVIIe siècle. Il représente des gens de la classe moyenne inférieure qui vivent pratiquement dans leurs granges. On voit ici les habitants, le foyer où ils préparent à manger et les animaux à côté. Mais il nous donne aussi une idée de l'air qu'ils respirent, chargé de multiples virus, insectes et bactéries. Cet autre tableau, je vais le mettre à l'endroit, représente une habitation de même type. C'est une maison longue de Virginie qui date à peu près de la même époque. Il n'y a pas de fenêtre non plus. Mais la grande différence, c'est que tous les animaux qui s'y trouvent sont morts. L'air y était donc beaucoup plus sain. D'un côté de l'Atlantique, il circule donc des dizaines de maladies infectieuses, alors qu'elles sont inconnues de l'autre côté. Tandis qu'émergent et disparaissent des civilisations sur chacun des continents, une bombe biologique à retardement se prépare, inexorablement. La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'au temps de Christophe Colomb, l'Amérique était très peu peuplée, sinon de tribus fort peu civilisées. Ce qui est complètement faux. On estime aujourd'hui que ces peuples représentaient 60 à 80 millions d'habitants, c'est-à-dire à peu près autant qu'en Europe. Et la plupart connaissaient un niveau technique évolué, très comparable à celui de l'Europe, mais qui s'était développé différemment. Avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492, l'Amérique abrite un très grand nombre de peuples et de cultures. Dans le sud, les Incas construisent des ponts suspendus dans les Andes. Dans le centre, les Mayas et la civilisation du Mississippi édifient d'immenses pyramides. Et au nord, les Inuits inventent les lunettes de soleil et le harpon. L'une des villes les plus impressionnantes est Tenochtitlan, l'actuel Mexico. Tenochtitlan était la capitale de l'Empire aztèque, construite sur une série d'îles artificielles entourées de volcans. Elle était plus grande que toutes les cités espagnoles de l'époque. Les Aztèques faisaient venir de l'eau douce de montagne par aqueduc. Ils cultivaient des jardins flottants, les chinampas, et ils évacuaient les excréments hors de la ville pour les utiliser comme fertilisants. À tout point de vue, ces installations étaient plus avancées technologiquement que tout ce qui se faisait en Europe. En août 1492, pendant que les habitants de Tenochtitlan récoltent des plantes exotiques comme le maïs ou les tomates, Christophe Colomb quitte l'Espagne avec 3 navires dans l'intention d'ouvrir une voie maritime vers l'Inde, qu'il imaginait être la Chine. En réalité,
2 mois et demi plus tard, il aborde dans les Caraïbes. Ici se trouve le trésor de notre histoire, tracé sur des parois rocheuses qui ont été formées il y a des millions d'années. Ces pictogrammes ont plus de 2000 ans. Pour moi, ce lieu est sacré. C'est un temple de la tradition. Boy Nayel Mota est le principal représentant des Taínos, les premiers habitants des Caraïbes. En 1492, les Taínos vivent dans des villages bien organisés, dirigés par un chef qui exerce à la fois une autorité politique et spirituelle. La mer joue un rôle central dans leur vie. Ils s'en servent pour se nourrir, se déplacer et faire du commerce. On dit que la deuxième fois qu'il est arrivé, cet homme que vous appelez colon, nos canots étaient plus rapides que les navires espagnols. Les Taínos vivent en osmose avec la nature. Ils naviguent en se repérant avec les étoiles, peuvent prédire les ouragans et possèdent un grand savoir sur les plantes médicinales. Mais ils n'étaient pas préparés à ce qui allait se produire. Le 12 octobre 1492, les 3 vaisseaux de Christophe Colomb atteignent les Antilles. Cette rencontre aura des répercussions au niveau planétaire. Dans les livres d'histoire, on représente l'arrivée de Colomb par un groupe de gars espagnols en armure et les navires plus loin. Mais ce qu'ils ne montrent pas, c'est l'arme la plus mortelle qu'ils transportent sur les navires espagnols et portugais. Ce sont les germes microbiens. De ce côté, nous allons voir toutes les maladies qui ont été importées d'Europe en Amérique. Et de ce côté-là, les maladies qui sont passées d'Amérique en Europe. La liste des maladies européennes est très longue. Variole, malaria, tuberculose, grippe, mais aussi toutes celles dont on n'entend jamais parler, comme la bartonellose, la trichinellose, etc. De l'autre côté, il n'y en a qu'une, c'est la syphilis. Si dans les bordels des villes portuaires européennes, on constate la prolifération d'étranges ulcères, de l'autre côté de l'Atlantique, un cocktail de germes qui se sont développés durant 200 millions d'années explose en quelques décennies. La vague des maladies européennes s'abat sur une population non immunisée. Elle a anéanti la population par village entier. Nos méthodes curatives traditionnelles étaient impuissantes. Les agents pathogènes se répandent à toute vitesse sur tout le continent avec des effets dévastateurs. Ils anéantissent pratiquement toutes les civilisations d'Amérique. C'est comme si toutes les souffrances et tous les décès qu'avaient connus l'Europe, l'Afrique et l'Asie pendant des millénaires frappaient le Nouveau Monde en 2 siècles. 2 tiers, et parfois jusqu'à 90% des habitants autochtones d'Amérique ont péri. Ça a été la plus grande catastrophe démographique de l'histoire de l'humanité. Dans les films catastrophes, on aime représenter la fin du monde avec des foules de gens qui meurent, des villes qui s'écroulent, des campagnes qui se vident. Ce qu'on sait moins, c'est que ça ne relève pas seulement de la fiction. C'est arrivé dans une certaine partie du globe. C'est ici qu'a débuté la colonisation et les atrocités commises sur notre continent. Ici se trouvait le premier poste avancé espagnol de cette époque. Et voilà la maison de Colomb. Beaucoup de gens l'honorent encore comme un héros.
Mais j'espère qu'un jour, tout cela sera emporté par la mer. Dans les livres scolaires, on parle souvent de la supériorité technique et stratégique des Européens. C'est sûr qu'avoir des fusils, ça peut aider. Mais c'est plus facile aussi quand 40% des adversaires meurent d'un coup et que la société est désorganisée. Et c'est ce qui explique que des expéditions européennes mal équipées aient pu conquérir des sociétés entières bien plus puissantes. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, la découverte du Nouveau Monde est célébrée comme le jour de Christophe Colomb. C'est le cas en Espagne, aux États-Unis et même dans certains pays sud-américains. Et au beau milieu de Saint-Domingue, un gigantesque édifice honore le navigateur. Colomb n'a absolument rien découvert. Ce pays était habité depuis des milliers d'années et avait une très riche culture. Nous sommes en droit de réécrire l'histoire. Nos morts réclament qu'on entende leur voix. On refuse qu'on continue à dire que l'histoire a commencé ici, en 1492. Ce que nous avons perdu avec la disparition de la population du continent américain, personne n'est en mesure de l'estimer. Mais une chose est sûre, tout comme la peste, elle a bel et bien changé en profondeur le cours de l'histoire. Sans la mort noire, nous serions peut-être encore au Moyen-Âge. Mais qui sait quel avenir se serait dessiné si les peuples américains avaient été épargnés par les maladies importées? Les humains ne contrôlent pas l'histoire autant qu'ils se l'imaginent. Les deux plus grandes pandémies de tous les temps montrent que ce sont souvent les germes microbiens qui façonnent notre monde, tels d'invisibles architectes. Si on représentait les 4,5 milliards d'années d'existence de notre planète sur un calendrier annuel, les bactéries émergeraient au printemps et les virus peu de temps après. Quant aux humains, ils n'apparaîtraient que le 31 décembre, une demi-heure avant minuit. Nous vivons dans un monde régi par les bactéries. On y est juste toléré. Au cours des 150 dernières années, la théorie microbienne, les antibiotiques et la vaccination nous ont donné l'impression qu'on pouvait se prémunir contre les maladies infectieuses. Mais ce n'est peut-être qu'une illusion. La population a énormément augmenté. Les humains empiètent largement sur les habitats de la faune. Nous pratiquons l'élevage intensif. Tout cela crée les conditions pour que des maladies passent de l'animal à l'humain. À cela s'ajoute le fait qu'on se déplace facilement d'un point à l'autre du globe. En quelques heures, on est à l'autre bout du monde, et cela facilite la transmission des maladies. Le changement climatique contribue également à la prolifération de maladies infectieuses portées par les moustiques. Tout cela crée des conditions idéales pour que les maladies se répandent. La prochaine catastrophe n'est peut-être pas aussi loin qu'on le pense. Réussirons-nous à transformer cette maîtrise apparente en véritable résilience? Et si ce n'est pas le cas, la plus grande épidémie de tous les temps est-elle encore à venir? À quoi ressemblera le monde après qu'une nouvelle maladie aura marqué de son empreinte le cours de l'histoire?